Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wieselman. Bonjour Anselme Boussuge. Bonjour Baudouin. Vous êtes président de l'Institut Triomphe et aujourd'hui nous allons revenir donc sur cette loi immigration annoncée depuis le 27 juillet 2022 par Emmanuel Macron. Le projet de loi immigration tant attendu prend enfin forme. Celui-ci commencera à être débattu à partir du 6 novembre au Parlement et est apparemment placé sous le signe de la fermeté. Attention, après l'assassinat de l'enseignant Dominique Bernard le 13 octobre dernier à Arras, le président veut d'urgence mettre en place des mesures de régulation de l'immigration et d'éloignement des délinquants et terroristes potentiels. De quoi laisser espérer enfin du changement, Anselme. Et oui, en tout cas on l'espère, enfin une grande loi sur l'immigration, la loi tant attendue. Mais étrangement, j'ai une impression de déjà vu, je ne sais pas pour toi Baudouin. C'est possible. Peut-être est-ce cette loi de 2018, la loi Gérard Collomb, qui promettait de faciliter la reconduite aux frontières des déboutés du droit d'asile. Avec ce fameux résultat, quasiment aucune hausse de la reconduite aux frontières, car cela nécessite des accords internationaux presque systématiquement refusés par les pays qui ne veulent évidemment pas reprendre leurs ressortissants. Tant pis. Ou alors peut-être est-ce cette déclaration d'Emmanuel Macron en 2019 qui promet d'exécuter 100% des OQTF. Un objectif certes intenable, mais qui montrait au moins la détermination sans faille du gouvernement à s'occuper enfin du problème d'insécurité en France. Résultat, non pas une hausse, dommage, mais une baisse drastique du nombre d'OQTF exécutés, à peu près autour des 7%, quand en 2006 et même en 2012, on était à peu près à 25%. Bon, finalement, est-ce peut-être encore la mise en place de la double peine instaurée en 72, mais qui sera finalement assouplie par Defer puis par Sarkozy finalement, ou encore la volonté d'Édith Cresson en 92 d'expulser en charter, ce qui aujourd'hui ne représente même pas 1/10 des expulsions. Dommage encore. En fait, 28 lois sur l'immigration ont déjà été promulguées depuis les années 70, soit plus d'une tous les 2 ans. Et chacune évidemment se targuant de faire une loi plus importante, plus dure et même parfois plus juste à l'encontre de l'immigration. Alors permettez-moi quand même, chers auditeurs, du coup d'avoir un petit doute sur le projet de loi qui arrive. Néanmoins, il est vrai, les promesses sont belles. La loi devrait permettre d'expulser plus facilement un délinquant, même ceux avec une situation familiale stable et présents sur le territoire depuis longtemps. Les OQTF devraient être élargis enfin et la police aura la possibilité de relever les empreintes digitales des étrangers irréguliers, même sans leur consentement. Finalement, la répression sera accrue contre les passeurs. Belle loi. Beaucoup de mesures qui font quand même grincer les dents de la branche gauche de la Macronie, qui tente encore corps et âme à préserver l'article 3, la fameuse loi qui permet de régulariser les étrangers qui travaillent dans les secteurs en tension. Mais alors on peut se poser légitimement la question de la sincérité. Est-ce que derrière il n'y a pas un but politique d'Emmanuel Macron de draguer l'électorat LR en vue des européennes ? On peut penser que c'est exactement ça en réalité. Je pense qu'Emmanuel Macron a même déjà commencé sa campagne pour les élections européennes. On parle beaucoup de la loi immigration en ce moment, mais c'est normal, mais on oublie peut-être un peu trop vite la déclaration assez récente cette semaine de constitutionnaliser le droit à l'avortement, ce qui va évidemment faire plaisir à la partie gauche de la Macronie et même à toute la gauche, et qui participe toujours à ce fameux en même temps macronien que l'on connaît si bien. Et même si les Républicains et le Rassemblement national critiquent ouvertement le projet de loi au motif qu'il n'est pas suffisant pour lutter contre l'immigration, et honnêtement c'est une réalité, Emmanuel Macron pourrait quand même se targuer d'avoir fait passer sa grande loi sur l'immigration, car ces deux partis vont voter évidemment pour. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'a laissé comprendre Marine Le Pen. Mais en réalité, cette loi ne va, comme toutes les autres, absolument rien changer. Et Emmanuel Macron le sait très bien. La loi ne revient pas sur le droit du sol, par exemple, elle ne revient pas sur le regroupement familial, elle ne systématise pas l'expulsion des délinquants étrangers, elle ne dénonce même pas les accords bilatéraux facilitant l'immigration. Elle ne durcit pas non plus les conditions d'obtention des titres de séjour, alors qu'on apprend cette semaine que depuis 10 ans, plus de 4 millions de premiers titres de séjour ont été accordés à des ressortissants non européens. Bref, alors que bon nombre de politiciens, mais aussi de fonctionnaires, de juges et de magistrats dénoncent le laxisme migratoire depuis des années et proposent des solutions concrètes à mettre en place, rien n'est fait. Mais est-ce que c'est dû à une impossibilité technique de mettre en place tout ça et d'appliquer ces lois, ou à un manque réel de volonté politique, comme on dit souvent ? En réalité, un peu des deux, même si l'un découle quand même plutôt de l'autre. Par exemple, pour le cas des OQTF ou du renvoi de délinquants sur le territoire, si on a peu d'obligations à quitter le territoire français qui sont appliquées aujourd'hui, c'est déjà parce qu'on ne peut pas renvoyer les étrangers chez eux.
sans l'accord de leur pays d'origine. Et ces pays-là en profitent allègrement, et ils ont tout à fait raison de le faire, comme une force de négociation avec les pays occidentaux. D'autant que beaucoup de ces pays, je pense notamment à ceux du Maghreb, par exemple la Tunisie, sont aussi des pays qui régulent tout le flux migratoire subsaharien, mais ils sont d'ailleurs payés par les États européens pour le faire. Cette menace du flux migratoire est de fait un argument extrêmement puissant de géopolitique pour ces pays. Alors il existe bien des négociations, des solutions de négociation géostratégique pour forcer ces pays à reprendre leurs ressortissants. Je pense par exemple au fait s'ils refusent de limiter l'aide au développement qu'on leur accorde, d'empêcher certains dirigeants de séjourner en France tout simplement, voire de bloquer les fonds monétaires qui transitent de la France vers ces pays et qui sont quand même bien souvent représentent une manne financière importante. Mais bon, faire cela revient quand même à assumer une politique ferme de dureté d'un point de vue international, ce qui n'est quand même clairement pas la volonté du ministère des Affaires étrangères. Et l'Europe également joue un rôle très important dans la continuité des flux migratoires. Oui. Oui, comme toujours, l'Europe. J'ai discuté il y a à peu près une semaine avec quelqu'un qui avait obtenu un titre de séjour en Grèce, qui avait pu réussir à venir en France en 2-3 jours, simplement avec un titre européen en venant de Grèce. Mais bon, bien sûr, il ne faut pas oublier tous les lobbies migratoires, toutes ces organisations qui existent autour du business de la migration. Dimitri Pavlenko l'a d'ailleurs très bien rappelé cette semaine ou la semaine dernière, quand il reprend le rapport de la sénatrice Nathalie Goulet, qui liste les plus grandes associations immigrationnistes en France et qui cumule à elle seule presque 1 milliard d'aides d'euros publics de subventions annuelles. Et c'est encore en augmentation. Des milliers de postes en fait dépendent de la continuité des flux migratoires en France, dont des postes réservés à des anciens membres du gouvernement. Je pense notamment à Najat Vallaud-Belkacem, présidente de Terre d'Asile, qui a obtenu le poste, ou Emmanuelle Cos, maintenant présidente de Coalia. Et ce n'est pas sans rappeler le fameux scandale qu'il y avait eu à propos d'Equalis en 2021, qui versait près de 12 000 euros par mois à son directeur, évidemment en plus de l'Audi Q7, de quoi faire naître des vocations. Mais au-delà des postes, c'est surtout une pression politique qui est exercée par les associations pro-migrants. C'est aussi une partie de la société civile, voire des grands patrons, on le voit de plus en plus. Et d'ailleurs, ça ne date pas d'hier. Les plus anciens de nos auditeurs se rappelleront peut-être des circulaires Marcellin-Fontanet, 2 circulaires qui ont été émises en 1972 et qui avaient vocation à limiter les flux migratoires, notamment en subordonnant l'obtention d'un titre de séjour à celui d'un contrat de travail. Mais à l'époque déjà, les circulaires provoquent un tollé. La CGT, la CFDT, les syndicats étudiants et tout ce beau monde appellent à la grève qui a effectivement eu lieu. Certains migrants entament une grève de la faim et les patrons même qui ont besoin de main-d'œuvre pas chère commencent à protester. Alors en fait, ce qu'on en conclut, c'est que malgré toutes ces mesures, malheureusement, on n'est jamais sorti de ce projet migratoire. Anselme Boussuge. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et je rappelle que vous êtes président de l'association, de l'Institut Triomphe.